ami suisse. Bonjour. On se fait un petit constat? Si tu veux. Un constat à l'amiable? Ouais. Alors, je suis tombée sur une vidéo là, de Annick de Souzenel, que j'ai vue d'ailleurs dernièrement dans une conférence. Et franchement, bon, elle est sympa et tout, c'est une dame de 85 ans, donc voilà, mais elle dit beaucoup de bêtises. Non, mais c'est la mode, hein. Vraiment, vraiment. C'est une chrétienne orthodoxe, alors jusque-là tout va bien. Mais pour elle, les textes sacrés, ce sont des histoires désuètes qu'elle tente de réinterpréter. Ah, donc là, voilà. Ça devient grave, ouais, c'est vrai ça. Donc pour elle, il n'y a pas de péché originel. Ça, c'est du bidon. Ève n'est pas sortie de la côte d'Adam, mais il est sorti à côté. Voilà, ouais. Donc voilà, bon, et puis nous étions avant des animaux, nous devenons des hommes. Hein, c'est ça notre but, c'est de passer de l'état d'animal à l'état d'homme. Ouais, progressisme. Ouais. Voilà. Non, c'est pas de passer de transmuter son infra-humanité ou infra-animalité en humanité, mais c'est de passer carrément de l'animalité à l'homme. D'accord? L'arbre de la connaissance, pour elle, elle dit que nous sommes l'arbre de la connaissance. Et ce n'est pas celui du bien et du mal, c'est celui qui s'accomplit de ce qui s'accomplit de nous, de ce qui émerge de nous vers la lumière, au conscient. Et ce qui est encore c'est un potentiel, quoi, tu vois, d'information, un peu comme ce qui serait contenu dans le gland, qui contient toute la promesse du chêne. Ouais, je vois, on est des glands. Ben oui. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à qu'elle arrive. Quoi. Non. Mais bon, le chêne, il contient aussi l'information du gland. Hein. Ah ben, il semblerait. Hein. Ben c'est lui, c'est quand il crée des glands. Ouais, c'est sûr. Donc c'est un truc qui tourne en boucle, hein, en fait. Ouais, ça tourne en boucle autour de... C'est des considérations que tu vas retrouver peut-être chez Freud, chez Jung, chez ces gens comme ça. Ah ben justement, c'est une dame, elle est mathématicienne à la base et elle est psy aussi. Oui, bon, elle a toute une formation psy. Ils ont tous cette maladie. Là. Alors donc, voilà. C'est pour Annick de Souzenel, l'arbre de vie, c'est le potentiel caché que l'on garde dans les tréfonds de nos inconscients. Voilà. De l'inconscient. Alors que l'arbre de vie, dans les différentes traditions, c'est quand même... C'est le superconscient, c'est pas pareil. Le superconscient. Ouais. C'est quoi la différence? Ben, c'est ce qui est en dessus, c'est le suprahumain, et non pas l'infrahumain. Alors là, on rentre dans les bas-fonds, quoi. Donc le suprahumain, ça existe dans la tradition? Oui, le suprahumain. Ouais. Non, là il s'agit d'infra. Tu parlais de supraconscient. Oui, ben c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc l'arbre de vie, dans les différentes traditions, ça symbolise l'immortalité, donc la connaissance du bien et du mal, le plus grand don divin, l'amour de Dieu. Et là, non, pour de Souzenel, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est quand même... Et alors, comme si tu veux, elle représente la spiritualité chrétienne du moment, elle a le vent en poupe, il y a plein de gens qui s'extasient sur cette bonne femme, alors que franchement, quand tu l'écoutes, il y a des inepties, mais incroyables qui sont dites, tu vois? Ouais. Ben, je vois d'ailleurs, d'après ce que tu simplement... Ben, je mettrai un lien, tu verras. Ce que tu viens de dire. C'est vraiment bidon. Hein. En fait, je te dis, c'est très à la mode, tout ça. Il y a pas mal de personnages qui remettent en question tout. Puis de cette façon-là, moi, c'est plus près de l'animalité humaine. Mais c'est ça le New Age aussi. Ouais, c'est ça. Hein, elle se sert de... La base, c'est le sacré, puis elle brode. C'est une vision profane. Ouais, elle brode autour de ça pour en faire un peu son truc, là, et puis elle balance ça, voilà. Ouais, c'est une vérité, voilà. La vérité, c'est ça. Ouais. C'est grave quand même, hein. C'est très présomptueux en plus, hein. Ouais, bon, ça tient pas l'analyse bien longtemps pour quelqu'un qui cherche
qui a 2-3 notions, tu vois. Moi, Ça va parce que actuellement, plus personne n'est au courant de ce que représente ce qu'on appelle la spiritualité. Il ne s'agit pas de spiritualité là, mais bon, on lui a donné ce nom à présent. Donc c'est n'importe quoi. Mais bon. C'est-à-dire, tu veux dire que les gens sont tellement désœuvrés, il n'y a rien à se mettre sous la dent que la première bêtise qui est racontée, tout le monde se jette dessus, quoi. Oui, ben c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça parce que tu vois, c'est un peu à la mode, ça rentre dans le cadre de la psychanalyse, de la psychologie. On recherche tout, tourne toujours, on gravite autour de trucs qui finalement ne sont jamais des causes, mais sont des effets apparents. La psychanalyse, c'est de la contre-tradition, donc c'est du satanisme. Parce oui, que c'est le satanisme. Le satanisme, c'est pas le diable là, avec la fourche là, puis qui plein de sang. C'est une vision. C'est une vision, voilà. Mais le satanisme, c'est vraiment de tordre les choses d'une certaine manière, voilà, de manière à ce que les choses soient opposées. Ben déjà, le progrès, l'idée progressiste, elle est carrément quelque chose. C'est brandir le drapeau du satanisme dans le sens que ça veut dire que l'humanité, au lieu de s'éloigner de son principe, s'éloigner de la lumière pour aller dans l'obscurité, ce qui se produit, les différents cycles qui sont concentrés, qu'on arrive à la fin du dernier cycle du Kali Yuga, donc c'est-à-dire l'âge de fer dans nos civilisations, c'est l'éloignement le plus loin du principe, du centre. Là, on te dit que c'est le contraire, on s'en approche. Donc on s'approche de quoi? Du porteur de lumière, de voilà, Lucifer. Voilà. Parce que Lucifer, c'est quand même... Tu te rends compte? Lucifer, c'est le porteur de lumière. Ouais, bien sûr. Mais de quelle lumière s'agit-il? Après, tu vois, EDF aussi, c'est le porteur de lumière. EDF... Ouais, mais disons que la lumière, il la vend. Ah bah, il la vend cher, hein, ouais. Je te dis, hein. C'est-à-dire que la lumière est à vendre, il y a quelque chose qui va pas. Il y a anguille sous roche. Oui, c'est sûr. Non, mais tout ça pour dire que le satanisme, c'est aussi, tu vois, quand la vision qu'on te donne de chaque chose, même... C'est une vision profane. Dès le berceau, tu sais, avec les espèces de dessins animés, la manière dont on te montre les animaux, qui sont complètement caricaturés, la manière dont on montre certaines populations, des fleurs, tout est, comment dire, transformé de manière à te donner... On te fabrique une fausse idée des choses. Bien sûr. Et donc ça, c'est du satanisme. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est pas autre chose. Hein. Et alors cette bonne dame là, qu'est-ce qu'elle a... Non, c'était juste pour dire que voilà, c'est triste de voir que voilà, c'est ces gens-là qui ont pignon sur rue actuellement. Il y en a beaucoup. Pour parler de spiritualité. Il y en a beaucoup. Entre autres, ça c'est dans le milieu chrétien, dans le milieu musulman c'est pareil. Oui, les gens qui viennent te parler de... En Inde, il y a tous ces faux gourous, c'en est bondé. J'entends, c'en est bourré là. Fortune là-bas. Ouais. À part Chioref, alors lui c'est mon chouchou. Ah ben il est sympa. Chioref, pour parler de l'islam et du soufisme. Oui. Mais il y a encore, on a des personnages aussi d'aplomb, il y a encore certainement ici des gens que pour vivre actuellement il faut qu'ils se cachent. Voilà, ils sont moins à la mode, ils n'ont pas envie d'être. Ils ont intérêt d'ailleurs à rester cachés parce que autrement c'est des cibles. Là, ça devient des obstacles, donc tu tires dessus, quoi. Mais disons qu'il y en a encore, certainement. Mais les faux, on est bombés. L'Inde, tu t'imagines. Moi, j'y suis allé un jour en Inde, je peux te dire que j'avais été visité en faux gourou, parce qu'on m'en avait parlé. Saïd Baba, c'est lui. Je veux dire, c'est inénarrable. Puis tu vois les gens qui sont là-dedans, qui sont en pleine extase. Je me demandais si c'était du lard ou du cochon, là, tu vois. Si ils faisaient exprès, c'était un numéro. Non, ils sont là. Sérieux. Ça. Sérieux, le type, tu vois, le roublard. C'est un roublard qui réplique, qui fait des chimagris.
Je dis non, mais là, tu vois, non, c'est bon. Il est moins bon comme humoriste qu'un Dieudonné, puis Dieudonné, il ne fait pas passer pour un gourou, lui, il rouspète. Voilà, il rouspète à sa façon, il n'a pas toujours tort. Hein. Mais j'entends, il nous fait au moins rire, tandis que nous, ils ne font même pas rire. Ah ben non, pas du tout même. On s'en est bourré de Sébastien. Puis c'est la mode, il y a des stages. Partout, il y a des stages. Le week-end à 280 €. Tu amènes ton dîner avec toi, puis pour ça que couchage, tu payes 280 € pour passer le week-end. À apprendre. Tu vois, puis il y a 60 personnes. Le développement personnel. Voilà, mais c'en est bondé, ces conneries. Donc, c'est pas un souci. Oh ben, elle a écrit beaucoup de livres, hein, cette dame. Ah ben alors. Je peux te dire, elle a raison. Elle a une bibliographie énorme. C'est sûr, tu parles. En parlant de livres, en ce moment, en parlant de livres et en parlant de satanisme, actuellement, il y a un truc, c'est vraiment une opération marketing pas possible. 50 couleurs, c'est quoi déjà, de Grey, là 50 nuances de Grey. C'est un truc, vraiment, c'est de la pornographie sadomaso qui te balance comme ça, banalisé, que tout le monde... Alors tout le monde crie au génie. Ah bah oui. Avec mon fils, on a été l'autre fois dans un grand supermarché et il y avait ça vraiment présenté pour, tu vois, dès que tu rentres dans le magasin. Et on a ouvert à plusieurs endroits et à chaque fois on est tombé sur des trucs, mais d'une obscénité, une horreur. Il n'y a que ça là-dedans. Et voilà, c'est ce qu'on donne à manger actuellement au commun des mortels. C'est sûr, dans le temps c'était plus... C'est pas que ça n'existait pas, mais c'était pas aussi courant, aussi flagrant, aussi généralisé. Regarde, le marquis de Sade, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, et en plus de ça, voilà, les gens se planquaient, se cachaient, ils étaient Non, maintenant il faut que tout le monde ait le fouet. Ouais. Et puis voilà, c'est à la mode. Ouais, c'est tout, on plane dans ce genre de considération. En attendant, c'est vraiment, c'est lamentable. C'est ça, c'est les temps modernes avec tout ce que ça comporte. Et donc, tous les gamins lisent ça. Tu vois ce qui se veut, il n'y a qu'à voir ce qui se veut. Les résultats, tu vois cette planète, en fait, quand tu regardes, on entend toujours qu'il y a de toute façon, il y a il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim. La nourriture que tu manges, elle est de moins en moins nourrissante. Tout est sophistiqué. La planète, ça devient une poubelle générale. C'est-à-dire que où tu te trouves, c'est une déchetterie. Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui marche, même au niveau économie, où c'était la grande histoire, c'est de faire le maximum de fric. Les types, on dirait qu'ils paniquent. Ceux qui en font, ils en font de plus en plus, mais c'est la panique. Ceux qui en ont plus, c'est la panique. Je veux dire donc tout le monde panique. Le progrès, le monde actuel, on voit bien dans quelle direction il va quand même. Ouais. Et puis à un moment que ça se voit, mais j'entends, fallait peut-être se donner la peine de regarder à un moment donné. Là, tu n'as pas besoin de te donner la peine de regarder. Tu es obligé de le voir. Alors on te présente dès la maternelle à l'école, enfin peut-être pas à la maternelle, mais dès l'école, le Moyen-Âge comme une période, tu vois, de barbarie. Comme si l'époque actuelle, c'était pas une période de barbarie. Ah oui, mais ça bien sûr, comme toujours. Alors quand tu vois qu'à l'époque, ils ont laissé des œuvres architecturales telles que les cathédrales. Ils ont laissé des traces lumineuses. Des traces lumineuses magnifiques. Ouais. Quand tu es dans la barbarie, C'était pas tout rose, parce qu'il n'y a jamais eu une époque tout rose. Le tout rose, rentrer dans le cadre de rendre relatif quelque chose qui ne l'est pas, rendre absolu quelque chose qui est relatif, c'est pas possible. Donc c'est le tout rose, non. Mais une période comme le Moyen-Âge, où finalement, effectivement, toutes les traces laissées sont lumineuses. Parce que les gens étaient en lien avec Dieu, avec le divin. C'est ça, et c'était ça tu vois, pour en revenir au compagnonnage. Un compagnon, il travaillait pour... Son travail, avant tout, ce travail devait plaire à Dieu. C'était pas plaire à
au commanditaire, c'est pas le gars qui a commandé ça, il faut que ça lui plaise à lui. Ça lui plaît à lui s'il a le critère voulu pour déterminer que ça va plaire à Dieu. Mais si c'est pas ça, il n'a pas son mot à dire. Hein. Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, tu dois plaire à un patron aussi pourri soit-il. Voilà, tu retrouves ça, par exemple, tu vois, il y a un sage là, qui était à Bandiagara, au Mali, au siècle passé, là, qui était le maître de Amadou Mbateba, à qui on a posé la question. Ça rentre dans le cadre de ce que représente le compagnonnage, en fait, comme manière d'approcher le travail. Alors, un jour, un homme vint trouver Tcherno-Bokar, c'est ce personnage, ce sage, et lui dit: Tcherno, je suis inquiet pour moi-même. Je n'ai pas le temps de réciter beaucoup de Coran, ni de pratiquer de longs dhikrs, ni de faire beaucoup de retraites spirituelles ou de jeûner en dehors du ramadan. Qu'adviendra-t-il de mon âme? De mon âme. Ouais. Que fais-tu dans la journée? demanda Tcherno. Chaque jour, je travaille dans les champs, du matin au soir, pour nourrir ma nombreuse famille, répondit le brave homme. Sois tranquille, lui dit Tcherno. C'est ton travail qui est ta prière. Si tu accomplis ton travail le plus parfaitement possible, et dans l'intention de plaire à Dieu, qui te l'a imposé, alors ton travail devient adoration. Il n'y a pour la vie spirituelle ni époque, ni lieu privilégié. Au sein même du travail le plus astringent, il est toujours possible d'accomplir chacune de ces tâches au nom de Dieu et de s'efforcer de vivre à chaque instant sa présence. Ben oui, c'est ça le compagnonnage. Et pour l'homme actuel, par exemple, quelqu'un qui est dans une entreprise de fabrication d'armes, être dans cet état d'esprit, alors que tu sais que tu fabriques un truc qui va aller zigouiller injustement des gens, comment être dans cette attitude? Ouais, que tu fabriques un produit qui n'a aucune qualité. Oui, ben c'est ce qui se fait actuellement. On fait du zizi-gougou à obsolescence programmée, c'est-à-dire que tu achètes un produit, il est prévu pour tenir juste le temps de la garantie, puis un jour après, il est foutu. Et quand tu es l'ingénieur qui crée cette obsolescence, comment peux-tu être dans cette attitude? Voilà, c'est ça. C'est impossible. C'est ça l'éloignement du principe. Quand tu es l'agriculteur qui met de la chimie sur les trucs en sachant que ça va rendre malade les gens, et qui ne peut pas faire autrement, puisqu'il est obligé. C'est une profanation systématique. On le pousse à ça. Voilà, alors dans tous les métiers, il n'y a plus de métier, il y a des fonctions. C'est l'industrie qui s'est emparée des choses, et depuis qu'il y a l'industrie, il n'y a plus de métier. Le compagnonnage, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais moi je te parle de ça, c'était le compagnonnage d'avant. Moi j'ai encore connu des vieux compagnons quand on était encore à ce stade, quand mon père avait son atelier. Tu vois, moi j'avais 15 ans ou 12 ans, je voyais ces vieux compagnons qui arrivent. Je voyais que c'était la fin d'une histoire. Mais ils en étaient encore là, eux. Et actuellement, je ne sais pas où ils en sont, mais en tout cas, l'employé commun, il n'est plus là. Il va à la mine pour essayer de gagner de quoi se nourrir avec une nourriture falsifiée. Ben oui. Donc il se bat comme un lion pour vivre comme un rat. Alors, ces prouesses, disons, ces merveilles architecturales telles que les cathédrales, actuellement il y a des prouesses architecturales. Quand tu vois ce pont de Millau, c'est une prouesse. C'est une prouesse, il faut réfléchir 5 minutes pour faire un truc comme ça. D'ailleurs, j'avais entendu une interview sur l'architecte qui a conçu ce pont. Il n'était pas l'heure sur toute la ligne de ça. Ouais. Il savait que on lui avait parlé des pyramides, de ci et de là. Il avait avoué quand même un peu son ignorance, tu vois ce que je veux dire. Tu vois? Disons que parce qu'il est en plein dans le coup. S'il est un peu simplement objectif, il voit bien qu'il bloque quelque part. Mais déjà, ces calculs, il est fait par ordinateur. Mais par contre, c'est des types qui calculent bien. Oui, mais c'est l'ordinateur. Il y a un produit autre encore que le pont de Millau, il y a l'hôtel 7 étoiles qui est... à Dubaï. Ouais, je crois à Dubaï. Ouais.
Bah, c'est pareil, mais bon. Non, mais ça vaut le coup d'y voir. C'est une vraie prouesse. Ouais, mais c'est laid. Non, mais bien sûr que c'est laid. Et que restera-t-il de ces prouesses artificielles? La laideur. Ben voilà, le béton, quand il y aura un séisme, il y aura du béton par terre. Voilà. Et voilà. Et dans les préceptes traditionnels, il est bien spécifié qu'il faut laisser soit des traces lumineuses, soit point de traces du tout. Ben, c'est ce que nous a laissé les anciens, ou les peaux rouges, ou tous ces gens-là, c'est qu'il n'y a point de traces, ou ce qui reste, c'est lumineux. Voilà. Le Moyen-Âge, ce qui nous en reste, c'est des belles bâtisses, c'est des belles choses. Les meilleures choses, on les garde dans les musées, et on va les visiter le dimanche. Et ne serait-ce qu'actuellement. Les primitifs, ceux qu'on appelle les primitifs, c'est pas eux qui polluent. Non. C'est pas eux. Non, bien sûr que non. Mais on leur fera porter le drapeau, attends, quand même. Faut qu'ils servent à quelque chose. Ouais. Les pauvres. Ouais, Les c'est pauvres. ça. Parce qu'ils sont en voie de disparition, là. Ben, bien sûr. Et ce qui est terrible, Tant mieux pour eux, parce que je veux dire, s'il faut rester jusqu'au bout d'une galère comme celle-là, bah, y en a je veux te dire, heureusement qu'il y a la mort encore. Il y en a qui se suicident collectivement. Oui, bien sûr, il y a des tribus entières qui se suicident. Tu te rends compte? C'est pas d'aujourd'hui, moi je me rappelle il y a 30 ou 40 ans, je crois, même. Bien 40 ans. Il y a une tribu entière qui a disparu dans les régions amazoniennes, où les femmes mettaient au monde des nouveaux-nés qu'elles noyaient directement. C'est sordide, hein? Ouais, c'est sordide, mais elles le faisaient avec une tranquillité, que tu voyais qu'elles ne prenaient pas leur pied à faire ça, et puis en même temps, c'était normal, c'est comme ça que ça devait se passer. C'est impressionnant, ça m'a impressionné, ça m'est resté d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, c'est significatif. C'est-à-dire de ce monde-là, ils n'en voulaient pas. Ah, c'était la fin pour eux. La fin. Donc, fin du poteau, on s'arrête, quoi. Tu vois? C'est pas ce qu'on doit faire maintenant, parce que si on regarde objectivement tout ce qui se passe actuellement, la tentation, tu vois, pour certains, tu vois que si tu crois pas en Dieu et que tu vois toutes ces horreurs et tout, qu'est-ce que tu fais? Ben, il faut dire que les marchands de bonbonneries ont fait en sorte que les gens ne croient plus en Dieu. C'est malheureusement. Tu vois, ils t'ont présenté ça d'une telle manière, c'est rébarbatif. Voilà, c'est ça. Ça donne pas envie, hein. C'est ça, c'est-à-dire que c'est, tu vois, c'est des en somme, c'est tous des églises, toutes ces choses-là sont infiltrées par le diable lui-même. Voilà. Et c'est là le grave de l'histoire. En parlant de faire des choses avec beauté quand tu es relié au divin, t'as vu les églises modernes? Oui, oh, bah ouais. T'as vu un peu? Ouais. Même les mosquées modernes, hein. C'est affreux. Oui, là, non, on est dans la caricature. Ben, ce qui a été fait juste après la guerre, là, c'est reconstruite dans les années 50, en béton, ça n'a pas de forme, c'est affreux. Ah oui, ça sort, on dirait que ça sort de l'enfer, non mais c'est ça. Ben, c'est significatif, je veux dire, c'est démonstratif. Il n'y a pas besoin d'avoir du goût extrême pour le voir. Si on ne le voit pas, c'est qu'on est mal pris, et puis il faut essayer de se soigner, quoi. Après, que ces endroits, malgré tout, demeurent des endroits sacrés, entre guillemets, c'est possible quand même. J'en doute. Si la personne n'a pas le choix d'être dans un oui, endroit mais alors donc ça veut dire qu'un lieu sacré, il est partout, à partir de là, tout à fait. Mais je veux dire, c'est pas le choix d'un endroit précis qui correspond à toute une étude qui a été faite, comme il faisait dans le temps, pour poser, situer un monument tel qu'une cathédrale, où tu la mets dans tel méridien, dans tel axe, ou dans tel axe, sur tel courant tellurique, etc. Donc on se préoccupe plus de ça. Alors évidemment, de toute manière, qu'est-ce qui n'est pas sacré? C'est plus l'univers en modèle réduit, en tout cas. Ou alors, c'est l'univers tel que l'homme l'a saligoté. Voilà, c'est que, oui, voilà, c'est ça, disons, c'est la déchéance. C'est la démonstration de la déchéance. On est arrivé à ça, dans tous les domaines, et puis il y a un leurre qui, je sais pas, il y a un leurre qui est généralisé, où on croit en des choses qu'il faudrait, on ne rejette pas ce qu'il faudrait rejeter, puis on rejette ce qu'il faudrait conserver, quoi. Voilà. Ouais. Et les cathédrales, sont encore en place. C'est pas parce que c'est un lieu sacré,
c'est parce que c'est un monument historique, touristique, ça a une valeur, c'est une valeur marchande, à quelque part. Oui, c'est ça. C'est rien d'autre. Bah, oui. C'est un endroit attractif pour le tourisme. Ça prend de la place, on pourrait faire une belle place de parc à la place. Tu vois? Attendre dehors le parking, ça rapporterait plus. Peut-être, je sais pas. Et c'est le prestige, le machin. Tu vois, donc elles se tiennent debout, parce qu'elles doivent rester debout jusqu'à la der. Quand elles s'écrouleront, je vais te dire, ça sera un signe encore bien précis. Parce qu'elles ont traversé les guerres, elles sont restées debout. Ouais. Tu te rends compte? Alors qu'il y en a des baraques qui sont écroulées. Ouais. Et ben elles sont restées debout. Pourtant, c'est des pierres posées les unes sur les autres. Hein. Ouais. Je veux dire, il y a une précarité à ça. Non, enfin voilà quoi. Puis tout le monde est admiratif devant la science, c'est la nouvelle religion, la science. Ce qu'est appelé la science, parce que dans le monde moderne, la science, c'est la science expérimentale. C'est ce que à l'époque du Moyen-Âge, justement, on appelait les brûleurs de charbon. C'était des saltimbanques qui venaient sur les places publiques. Oui, les apprentis sorciers. Voilà, c'est ça. Maintenant, la science actuelle, ce sont des apprentis sorciers. Ben, c'était ça, c'est comme ça. C'est devenu ça. Quand ils font des expériences sans savoir d'où ça vient et où ils vont. Quand on nous dit que la chimie, c'est la suite de l'alchimie, ça n'a strictement rien à voir l'un avec l'autre. L'alchimie, c'est l'aspect sacré de cette science, et la chimie, c'est ce que c'est devenu de manière profane. L'alchimie, c'est une belle science, et puis la chimie moderne, c'est une science expérimentale, c'est-à-dire les apprentis sorciers. Ouais. Tu vois? Tout est basé sur des hypothèses. Comme les mathématiques modernes. Oui, c'est ça. Avec la vraie mathématique à la base, qui est une science sacrée, est-ce que c'est devenu la mathématique moderne pour calculer, pour extrapoler des choses. Puis dans ce monde scientifique, il faut mentir beaucoup pour faire croire à l'homme qu'il est en pleine progression, parce que je regarde, tu vois, dans la médecine, on a fait beaucoup de progrès dans la médecine. Ben, moi, les progrès que je constate en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de malades. Disons que... Il y a de plus en plus de médics, de problèmes de cet ordre, quoi. Après, on peut me raconter beaucoup de choses, mais moi je vois ça. Ben, disons que les effets secondaires sont parfois plus nocifs que la chose qu'elle traite la maladie qui est censée, des maladies. La maladie qui est censée être traitée. Ils s'inventent des maladies pour arriver à faire du bénéfice. Voilà. C'est le cas des neuroleptiques, des antidépresseurs, par exemple. On invente des nouveaux mots, des nouvelles choses. On donne un autre nom à des trucs qui étaient courants. Ouais. Tu sais que par exemple l'hyperactivité de l'enfant, c'est un truc qui a été créé de toutes pièces pour pouvoir leur donner un truc, mais qui est monstrueux. Il y a un médicament qui est monstrueux. Hein. Je ne me rappelle plus lequel. Tu vois, ils te confortent dans l'idée que voilà. Alors que l'hyperactivité, ça a toujours plus ou moins existé. Le monde moderne en général rend les gens hyperactifs parce que c'est dans un stress continuel. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Non, il a fallu mettre un nom dessus pour créer une bonne petite maladie, pour pouvoir donner, tu vois, pour entrer dans un protocole après de soins, etc. Puis il y a quelque chose qui échappe tout le temps et qui ne devrait pas échapper parce que effectivement on va de plus en plus vite, puis on a de moins en moins de temps. Oui, c'est fou, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Disons qu'on va de plus en plus vite, mais on a de moins en moins de temps pour l'essentiel. Et on va de plus en plus vite pour le même superflu. Pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi, les gens sont pressés, même dans le n'importe quoi. Faut vite aller là, faut vite faire ci, faut vite faire ça. On est en retard. Donc on va de plus en plus vite et on a de moins en moins de temps. Même dans des domaines très superficiels. Tu vois, on n'a plus le temps de manger, on n'a plus le temps de rien. Tu vois, faut vite. Ouais. Puis ça va de plus en plus vite. Puis plus ça va vite, moins on a de temps. Ça vient de quoi, ça? Ça, justement, c'est là où il faut rentrer dans les sciences traditionnelles pour comprendre. C'est l'accélération du temps. Oui, c'est cette accélération, mais c'est incompréhensible. Donc c'est pas le monde moderne, forcément, c'est aussi une loi physique. Oui, c'est-à-dire c'est incompréhensible pour quelqu'un
qui utilise le raisonnement qui correspond à la logique moderne des choses, il faut rentrer dans le cadre faut étudier les sciences traditionnelles pour comprendre. Autrement tu comprends rien au film. Alors pour en revenir à la médecine, je regardais aux États-Unis, c'est vieux ce que je dis là. La médecine, après avoir fait des études assez poussées, je vais les citer d'ailleurs, le résultat c'est que la médecine, le corps médical, tout ce qui touche là autour, tourne là autour. Aux États-Unis, c'était bien vu comme étant le premier facteur de mortalité. La médecine. Voilà. Avant les accidents, avant tout ça. C'est extraordinaire. Ah bah oui, ça c'est pas mal. Tu vois. Alors c'est... Voilà, je vais lire ce que j'ai trouvé, puis j'ai cherché les sources. C'est quoi cette étude? Je vais te les dire. Le système médical américain est la principale cause de mortalité aux USA. L'Institut de nutrition des États-Unis est une organisation à but non lucratif qui a commandité des recherches indépendantes pendant les 30 dernières années pour soutenir l'affirmation audacieuse que la médecine conventionnelle était le tueur numéro 1. Ça commence à faire. Bah ouais. Bon. L'Institut alimentaire a exigé que chaque compte-rendu dans cet acte d'accusation de la médecine aux USA soit validé par des études scientifiques éditées et passées au crible pendant 30 ans. C'est méticuleux la recherche. Pour se faire une petite idée de ce que représente le pourcentage d'erreurs médicales commises aux USA, si la Poste commettait le même pourcentage d'erreurs que le corps médical, il y aurait 160 000 lettres à l'heure qui n'arriveraient pas à bon port. Wow. Si c'était l'aviation, il y aurait 20 atterrissages forcés par jour dans l'aéroport de Chicago. Juste dans cet aéroport. Voilà. Si c'était les banques, il y aurait 320 000 chèques par jour qui seraient débités par erreur. Le nombre total estimé de décès aux USA pour cause iatrogène, c'est-à-dire tous les décès causés par les soins d'un médecin ou d'un chirurgien ou par un traitement médical ou par procédure de diagnostic erronée, est annuellement de 800 000 morts. Wow. Voilà. Ça, c'est des résultats. Et après, ils viennent faire un pataquès quand il y a quelqu'un qui pratique la médecine holistique, qui s'est un peu planté. Ils viennent faire toute une histoire, l'ordre des médecins. Qui continuent de mettre le téléthon, puis ils encaissent des millions. Je veux dire, ça marche. Les affaires marchent. Ah ben, les affaires marchent. Tu vois. On n'en est à ce pas. Il faut bien qu'il y en ait un qui tire son épingle du jeu, là. Bah, écoute. Il y en a, hein. Sinon, ça s'arrêterait, tout ça. Tu imagines la recherche médicale, elle sert à fabriquer des nouveaux médicaments bidons pour engraisser les laboratoires pharmaceutiques. Et puis, pour payer les chercheurs, on fait la manche. Avec le téléthon, mais c'est merveilleux. Le téléthon, entre autres. Je veux dire, moi, j'entends, ils sont plus forts que le Roquefort. Ouais. J'ai encore, faut le trouver, vous la trouvez, celle-là. Et les gens, ils marchent. Ben oui, ben bien sûr. Ils marchent. Bon, il y a des millions qui sont... Ça s'arrêtera, mais pour l'instant, ça marche. Ah oui. Les gens, ils sont fortiches. Le côté fortiche, l'exploit, c'est pas le côté... Il n'y a pas de grandeur, c'est petit, mais il y a un exploit, comme dans tous les exploits, c'est d'en arriver à lobotomiser l'humanité de manière à ce qu'elle marche dans ce truc. Tu payes pour payer des chercheurs qui vont chercher un produit qui va te détruire et qui te coûtera encore. Tu vois, je veux dire, c'est extraordinaire. C'est comme l'histoire des autoroutes, que les gens continuent à payer, oui. alors que c'est rentabilisé depuis longtemps. Et ben voilà, c'est devenu un truc de profit. C'est entre autres. Hein, Oui, mais ça marche. Ça marche, oui. Ouais, tant que ça marche. Non, mais je veux dire, tu vois, où on en est, puis après on nous parle
c'est bien ficelé quand même toute cette histoire. Alors quand on nous parle de progrès de l'humanité, moi je veux bien, mais voilà où il est le progrès. Ce qui a progressé, c'est le côté malin, la malignité Ouais, de c'est certaines comme personnes. le cancer, il progresse. Voilà. Ils vois, sont de plus en plus malins pour que les choses continuent. Ben, c'est comme mais quand... par contre, on sent quand même que ils sont sur le qui-vive. Parce que les choses, elles sont prêtes à se dévoiler quand même. Hein. Oui, il y a des réveils de conscience, il y a des gens qui commencent à ne plus être trop dupes. Ouais. Et la moindre personne qui commence à être trop visible quand elle clame la vérité, on le met soit en prison, soit on le met à terre. Il y a eu un gars là, au salon de l'agriculture, là, dernièrement, le président des paysans, je sais pas qui, je sais pas exactement, il est venu, il a balancé des vérités, ils l'ont sorti manu militari. Hein. Oui, bien sûr. Donc, alors qu'avant, ils n'auraient pas fait ça. Hein. Non, mais donc là on arrive à oui, ça. Oui, il y a panique à bord. Panique à bord. Oui, non, tout à fait. On donc voit bien. Ils ont peur. Moi, je pense qu'ils tremblent. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils vont instaurer dans ce port? Une dictature. Voilà, un régime totalitaire. C'est la seule chose, pour maintenir leurs intérêts, c'est la seule chose actuellement. C'est la seule chose qu'ils peuvent jouer encore. Ah ben oui, ça va être comme à l'époque, tu vois, l'Allemagne de l'Est ou le Ceausescu, là, comment c'était Oui, mais c'était des apprentis, ça. Je crois que ça va être pire. Oh, bien sûr. Oh, maman, là. Ces apprentis, moi j'ai connu des gens qui ont vécu dans ces pays. Ils ne te la racontent pas tout à fait comme on nous l'a raconté, quand même. Ah bon? Non. Tu crois qu'ils ont exagéré les médias? Bien sûr, bien sûr. Tu sais, les médias, ils exagèrent par principe, ils sont payés pour ça, puis ils font faire sensation. Moi, j'en ai connu des médias, puis j'ai assisté à des faits qui ont été ensuite médiatisés, puis quand tu vois l'ampleur du dégât réel, et puis ce qui s'en dit, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est sans commune mesure. C'est comme ce qu'ils font actuellement avec l'Ukraine. En fait, la stratégie, elle est simple. Hein. On te fait croire qu'il y a un méchant dictateur dans un pays, parce que le pays, on a envie de le déstabiliser. Donc, il y a un méchant dictateur. Hein. On envoie des terroristes ou alors on monte certaines personnes du pays contre le système en les armant, en les finançant, en leur donnant de l'argent, mais il y a des personnages pour qu'ils viennent troubler, pour qu'ils viennent troubler l'ordre et créer une guerre. C'est des gens payés pour ça, c'est comme ils sont dressés et payés pour ça. Parce qu'ils ont une nature qui correspond, c'est comme les chiens. Un chien, tu sais, moi j'aime bien les chiens, j'en ai d'ailleurs, moi je les aime bien. Il obéit à un maître. Voilà, mais simplement, il obéit sans trop de considération. Ils ne sont pas tous d'accord, mais je veux dire, en général, le maître, il mord ce que le maître voudrait qu'il mord. Il ne mord pas quelqu'un d'autre. Alors même si le personnage est meilleur que le maître. Non, mais quand tu es dans la précarité, tu n'as plus d'état de conscience. Tu t'en fous, ce qu'il faut, c'est manger. Ouais. Donc on te dit, va faire ça. Non, mais le chien, c'est un animal particulier pour ça. Il a cette disposition, il obéit aux ordres du maître. Alors même si ses ordres sont érodés, simplement le problème, c'est que c'est le maître qui est responsable. C'est comme dans l'esclavage patriarcat ancien, c'est pas l'esclave qui était responsable de ses actes, c'est le maître. Donc si l'esclave faisait une connerie, c'était le maître qui devait payer. Et attention, on ne parle pas du même esclavagisme que l'esclavagisme des colonies. Non, ça n'a rien à voir. L'esclavage, le mot a été galvaudé. Le mot esclave, actuellement, on pense à ces esclaves. Actuellement, l'humanité est dans un état d'esclavage. Oui, non, mais qui n'a jamais battu son plein aussi fort. Ça, c'est l'esclavage encore plus moderne. Vraiment, mais je te parle de cet esclavagisme des colonies, là. C'était quand même au tatache, etc. Maintenant, on n'a plus des chaînes, on a des chaînes virtuelles. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui, c'est la grosse histoire, elle est là. On en est arrivé à cette page, et puis, il faut faire avec, c'est le gros problème. Disons que qu'est-ce qu'il faut faire dans un monde comme ça? Il faut faire le canard?
On peut faire le canard, mais il faut peut-être pas faire l'autruche. Pas faire l'autruche. Voilà. Ouais. Ça c'est sûr. Je pense que... C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas montrer trop ton désaccord. Si tu veux passer un peu inaperçu, c'est mieux, parce que tu vois un peu si tu fais front. On peut faire front, mais à un moment donné, il faut avoir une certaine... pour le sens des mesures. C'est comme si une avalanche qui t'arrive dessus, tu te mets au beau milieu de la piste pour la retenir avec la tête, ça va pas faire. Le mieux c'est de s'écarter, de la laisser passer, puis c'est bon. Je veux dire, donc c'est ça. Alors ne faire le canard pour pas rentrer dans les tribulations du monde, et en même temps pas faire l'autruche pour savoir où on en est. Non mais je veux dire, ça sert à quoi d'aller rouspéter, de faire brandir des drapeaux par-ci par-là? Non, rien. Ça sert à que dalle. Tu sais à quoi ça sert? À leur donner la possibilité de repérer là où il y a une dissidence pour mieux, voilà. pour mieux la contrer. C'est Voilà. tout. Voilà. Donc, si tu n'es pas d'accord, tu manifestes pour désaccord par le fait que tu ne participes pas à ces choses-là. voilà. Dans la mesure que si tu es obligé, manu militari, autrement tu ne marches pas dans la tisane, puis c'est tout, tu ne vas pas faire du zèle. Tandis que c'est plein de gens, tu vois, d'ailleurs ils trouvent des mercenaires, ils en trouvent, ils n'ont pas besoin de mettre une annonce dans le journal. C'est bondé de gens qui veulent se faire mercenaires, qui vont gagner de la thune, à foutre en l'air, à massacrer des gens qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils ne connaissent pas, qui leur ont donc rien fait. Tu vois, des femmes et enfants, ils vont massacrer tout ça parce qu'on leur dit de le faire, puis ils sont payés pour. Ben, quand on arrive à ça, Ouais. tu vois, on peut pas. Comment nommer ça? Eh bien, il y en a, c'en est plein. Puis encore, il faut les décorer quand ils ont fini. Ouais. Tu vois, la pire des canailles, il faut qu'il ait un prix, une médaille sur le corps. Oui, oui. On va arriver à ça, non? Ça me fait penser à un philosophe dont je tairai le nom. Ouais. Actuel, qui est très dans le vent. Voilà. Ouais. Ben, Un marchand de mort. Ben c'est ça, c'est en disant qu'on est en plein dans la mine. À la valise diplomatique, ça peut... Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, voilà. Un petit indice là, pour ceux qui reconnaissent. Voilà où on en est. Et pour en venir à ce qui se passe dans les pays actuels, ben c'est tout ça, c'est des magouilles. Si on va sonder, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour avoir des renseignements que l'on peut d'ailleurs filtrer pour être sûr de ne pas tomber sur de la propagande pour un parti ou pour un autre, où on voit très bien que c'est de la magouille. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe en Syrie, en Ukraine, partout. Même en France, tout ce qui s'est passé là, dernièrement. C'est de la magouille. Et à Oslo, je sais pas. Mais... Je sais pas. De toute façon, actuellement, on peut plus savoir grand-chose. Ouais. Pour chercher toujours à qui profite le crime. Puis tu tombes sur le coup un peu près, tu te rapproches le plus près possible de l'instigateur. Parce qu'actuellement, il ne se fait rien s'il n'y a pas un profit. Donc à qui ça profite là? Voilà. Moi, j'ai envie de dire toujours au même. Hein. En tout cas, la même catégorie. En haut lieu, c'est toujours au même. Oui, toujours. Oui, c'est ça. Mais disons que ça devient dur de ne pas le savoir, quoi. Donc ça veut dire que de nouveau j'insiste sur cette recherche de la recherche, disons, qui consiste à chercher quelle est notre véritable raison d'être, qui est la seule chose à rechercher, la seule chose à trouver. Le restant c'est inerte, tu vois. Si tu ne passes pas de ton temps à chercher ça, tu as perdu ton temps. C'est tout. Disons que maintenant, par la force des choses, après moult et moult souffrances, échecs et tout, on y est obligé d'aller vers ça, vers la vérité. On y est poussé de force. Et c'est là que tu te dis que Dieu est bon, parce qu'il t'oblige à aller vers la vérité.
C'est ce qui a fait dire à bien des personnages d'envergure que la souffrance c'était un cadeau du ciel. C'est pas que ce soit un cadeau en soi comme ça, parce que quand tu souffres pour de vrai, hein, ça fait pas semblant. Mais simplement, la souffrance t'oblige à te dépasser. Ce qui veut dire que tu es obligé de chercher au-delà de tout ça, pour retomber sur tes pieds, essayer de retomber sur tes pieds. Alors qu'on pourrait le faire sans y être obligé. Mais il y a tellement de... Si tu dois aller prendre un bain, soit on te jette dans l'eau, soit tu y plonges. Comme on ne plonge plus, il y a quelqu'un qui nous y jette, puis comme il faut prendre un bain, ben c'est un cadeau. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Ouais. Je reviendrai à Ramakrishna quand il disait cet océan de félicité, peu importe si on vous y a poussé ou si vous avez plongé, pourvu que vous y soyez. Ça me fait penser encore à cette image du prophète qui tire les gens avec des chaînes. Ouais, ouais. Hein? Ouais, puis il a un sourire, et puis les gens, les enchaînés disent, ouais, il n'est pas ce que l'on nous dit, parce qu'il sourit de l'autre malheur. Puis comme lui, il a la compréhension de tout ce qui se produit, il leur dit, je souris parce que je vois des personnages que je dois tirer de l'enfer par leurs chaînes, et avec leurs chaînes, je dois les tirer vers le paradis. Voilà. C'était des prisonniers qui faisaient partie du butin lors d'une... Donc heureusement qu'ils sont enchaînés, parce qu'autrement ils échapperaient encore au paradis. Tu vois, jusqu'où le bouchon va se produire. Voilà. Ouais. C'est pour ça que visons dans l'absolu tout ce qui est en train de se produire n'est jamais que le résultat normal d'un rétablissement d'un équilibre sur un plan universel. Mais simplement à vivre, c'est un autre sujet. On vit, quand tu souffres pour de vrai, tu ne fais pas semblant. Et là, actuellement, l'humanité, elle est quand même en souffrance. Je veux dire, il y a 1 milliard de personnes qui mangent plus de nourriture, et ils se jettent, bon an, mal an, 1 milliard de tonnes de nourriture par an. Oui, c'est là le contresens total. Alors, à 1 tonne de nourriture par personne par an, tu te nourris. Tu vois, ça fait 3 kilos par jour, à peu près. Ça veut dire assez, tu vois, il y en a là. Eh bien, ils se jettent cette nourriture qui, bon an, mal an, nourrirait ce milliard de personnes. Tu comprends? Et les gens qui vont en prison actuellement, même dans nos sociétés en Occident, ce sont ceux qui vont fouiller dans les poubelles pour manger. Ouais. Ce ne sont pas des voleurs de grand chemin là, dans le milieu politique. Hein. Ouais, c'était le marchand de course qui disait les grands voleurs courent la terre, les petits sont pendus. Voilà. Combien j'ai vendu de courses de plus si c'était été le contraire? Ouais. Tu vois? C'est sûr qu'on en est là. Hein. Puis ça devient quand même de plus en plus visible. Par bonheur, ça commence, disons, il n'y a plus besoin de... C'est caricatural tout ça. Ouais, c'est mais tellement il n'y a plus gros. besoin de réfléchir longtemps pour le voir quand même. Ça devient gros. Quoi. Donc plus ça devient gros, plus c'est visible, plus c'est mis à jour. On est en plein apocalypse, donc ces choses-là vont se mettre à jour. Il y a pas mal de gens qui sont dans un tourbillon et qui ne réfléchissent pas, hein, qui sont aveuglés encore. Il y a quand même pas mal de gens. Oui, mais tout d'un coup, ça va se réveiller. Tu y crois, toi? Oui. Ça ne veut pas dire pour autant que tout ira mieux. Ça veut dire simplement que, même s'il faut que tout disparaisse, si tu sais pourquoi tu disparais, c'est mieux que de rester là comme un crétin, à te poser encore la question, te demander si c'est gentil ou méchant. Quoi. Bah, disons que si tout le monde se met d'un coup à se réveiller, ça sera la mutinerie totale, quoi. Je pense que tout le monde va s'entretuer, là. C'est pas dit, faut voir, on verra. Hein. Enfin, on verra, autant que ce soit possible de voir. J'espère que... Disons, il y en a qui le verront, il y en a qui le vivront, on est en train de le vivre. Dans certains pays, ils le vivent déjà. Tu sais, les gamins qui vont se coucher à, je sais pas où, en Grèce ou à Gaza, ils ne savent pas s'ils se réveillent le lendemain. Oui, hein. oui. Ils s'endorment, tu t'endors, mais tu ne sais pas si tu vas rester là. T'en sais rien, donc tu es dans une précarité totale. Puis voilà, quoi. Puis si on fait les cons avec je suis comment Charlie. Je suis Charlie. J'entends, on est dans les combes de la connerie.
Tu vois, je veux dire, c'est magistral. C'est pour ça que je te dis un côté comique. Parce que tu ne veux pas trouver plus con que ça. Est-ce que c'est possible? Tu vois, faut rentrer. C'est grotesque. Faut rentrer pour être dans le grotesque. À ce point-là. Et justement, qui est derrière? Hebdo m'ont jamais dérangé. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de l'acheter. Encore que par bonheur, ensuite, c'est pas acheté. C'est pas un achat obligatoire. Parce qu'on pourrait te rendre obligé. Tu dois payer une taxe mensuelle pour ton canard que tu es obligé d'avoir. Puis on vient te contrôler chez toi pour voir si tu l'as. Si tu l'as pas, tu es amendé. Tu vois. Là, c'était encore donc facultatif. On a encore la liberté de ne pas l'acheter. Donc pour moi, qui ne me dérange pas à partir de là. Ouais. Mais de là à trouver bien tout ce qu'il mate dessus, cette forme de caricature, bon, disons, ça rentre pas dans mes goûts en tout cas, voilà. En tout cas, pour revenir au grotesque, on sait qui est derrière le grotesque. Le diable. Oui, parce que il ne peut pas faire les choses autrement. C'est ce qui le caractérise. Le diable, il est avant tout ça, il est caricatural et avant tout c'est un menteur. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il promet à ses adeptes, de toute façon, il ne tiendra pas. Oui, il tombe le bec dans l'eau voilà. Au bout du compte. Tu sais, viens à la maison, je te donnerai ci, je te donnerai là. Viens, quand viens. t'arrives, je te donne rien, je te prends. C'est un peu tout. comme, tu sais, on t'ensorcelle, viens, Ouais, rentre dans ce monde. C'est exactement ça. Et puis au dernier round, on te plante le couteau méchant, tu vois. Poisson d'avril. Mais un poisson méchant. Ouais, le méchant poisson d'avril. Ben, cette plaisanterie de société moderne, c'est un poisson d'avril. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Ça, c'est un bon titre. Poisson d'avril. Ouais. On peut dire poison d'avril, disons. Poison d'avril. Pendant qu'on y est. En tout cas, là, ça décoiffe, hein, tout ce baratin. Ouais. Mais il y a encore des possibilités, donc, de chercher dans la bonne direction. On a déjà indiqué passablement d'écriture un peu valable, de personnages qui ont laissé des traces lumineuses, qu'il suffit de suivre ces empreintes tranquillement, à la vitesse où on est capable de le faire, pour remonter la pilière gentiment. Donc il ne faut pas perdre son temps à faire autre chose. On n'a rien d'autre à faire à part de se batailler comme des lions pour vivre comme des rats dans la société. C'est tout ce qui est. On est dans l'obligation. Si soit tu as du fric, puis de toute façon tu fais le con avec ton fric, soit tu en as point, puis tu fais le con pour en gagner. Disons que là, on est un peu dans un... Tu sais, quand tu arrives au bout d'une impasse, avant, il y avait des idéaux, on y croyait, on pouvait aller se réfugier au fin fond de je ne sais quel endroit, en haut d'une montagne. Là, on est cerné, on ne peut plus. Ben, le dernier idéal, pour l'instant, qui tient encore hein, par la force du raisonnement, c'est que les gens croient que le fric, ça va les sauver. Alors que tout s'écroule, même tout est en train de s'écrouler à ce niveau-là. Bien sûr. Ça n'a plus aucun sens. Puis tu vois, cette spéculation qui pour en venir à la nourriture, il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim. Puis la nourriture, en quelques années, le riz a doublé, plus 113%. Le blé a doublé, le maïs a 93%. Tu vois, ça c'est les résultats que j'ai entendus par Jean Ziegler, qui était rapporteur aux Nations Unies sur la faim dans le monde. Donc tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des spéculateurs qui achètent le riz, qui le revendent, etc. Puis les gens qui sont sur place, qui cultivent le riz, ils n'en ont pas à bouffer. Ils n'en ont pas. Donc ils le volent pour le manger. Ouais. Et puis on en jette, parce qu'il y en a trop, malgré tout, puisqu'on jette 1 milliard de tonnes. Pour comprendre ce que ça veut dire 1 milliard de tonnes. C'est énorme. Mais c'est disproportionné pour la pensée. C'est 40 millions de semi-remorques, avec des palettes de 25 tonnes, 25 tonnes de palettes par semi. C'est ça, 1 milliard de tonnes. 40 millions de semi-remorques. Tout le temps qui est loin. Tous les combien? Oh, je ne sais plus, mais je crois que c'est chaque année. Chaque année.
Et pour ceux qui croient que le système va s'écrouler, mais qu'ils peuvent acheter de l'or, ben le jour où ils auront de l'or, ils s'arrangeront pour faire en sorte que l'or ne vaille plus rien, ne vaut plus rien. De toute façon, il y a un moment Comme ça, donné, tu l'auras aussi encore dans le nonos. Il y a un moment donné, d'abord dans le nonos, on l'a déjà bien. Et puis même celui qui a les moyens, il l'a dans le nonos, dans le sens que toi, tu n'as pas d'argent, puis tu galères pour en trouver. Eux, ils en ont, puis ils galèrent pour le garder. Voilà. Parce que si ça soupisse un moment, hop, il s'est volatilisé. Donc ils sont sur leur gamme, ils ne sont jamais tranquilles. Personne n'est vraiment tranquille. C'est pour ça que faut pas se moquer des riches, on ne sait pas ce qui peut nous arriver un jour. C'est clair. Tu comprends? Parce qu'en réalité, qui amasse beaucoup a beaucoup à perdre. Donc tu es encore plus en souci. Après ce que tu as, si tu as beaucoup, que si tu n'as rien. Si tu n'as rien, qu'est-ce que tu... Faut protéger tes enfants parce que tu as peur qu'on te les prenne pour les autres, donc, les prendre en otage, etc. etc. Tandis que si tu es un pauvre diable, ben, qu'est-ce que tu risques? Tu risques moins, finalement. Disons, tu es habitué, tu vis dans cette précarité. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté, absolument non plus. Non, mais il y a un déséquilibre total. Il y a le trop et le trop peu, c'est mal équilibré, c'est mal réparti. Puis quand c'est mal réparti, c'est comme dans un véhicule, si tu mets tout le poids d'un côté, tout d'un coup il bascule. Alors ce qui est bien quand même dans tout ça, c'est que quand tout se sera écroulé, on sera bien obligé d'aller se ressourcer là où on doit, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, se retrancher à l'intérieur. Ça se fera de toute façon, gentiment. Et comme le royaume des cieux est à l'intérieur de nous, il faudra bien qu'on aille chercher ce royaume des cieux. Il y aura bien un moment donné où il n'y aura plus un pelé sur la planète. Hein. Comme c'est parti pour. C'est parti pour. Et si je considère les prophéties anciennes, c'est comme ça que c'est précisé. Hein. Il y a eu le premier homme, quand on nous explique le premier homme. Ben, il y aura le dernier aussi. Il n'y aura plus personne. Voilà, plus personne. Puis l'homme restera en dernier, c'est-à-dire tout aura disparu avant lui. Puis lui sera tout seul. Ben, les abeilles commencent, il y a des centaines d'animaux qui disparaissent par an. Hein, Donc après, quand il ne reste plus que le bonhomme, ça fait beaucoup. Hein. C'est pour ça que le fric, ils croient qu'ils vont garder, ils vont prolonger, tu vas prolonger l'agonie. C'est comme si tu as les moyens de te payer un emploi artificiel, tu continues de souffler avec la machine, et puis voilà, c'est tout. Donc le fric va leur permettre de se nourrir un peu plus longtemps que les autres. Mais c'est insignifiant. Oui, mais pour vivre dans un monde moi j'aimerais pas de ce monde-là. Puis c'est encore pas garanti. Et en plus. Mais ça en est là. Hein, et en parlant d'animaux là qui disparaissent, il y a des gens, j'ai vu aussi un président, un de ces présidents africains là, qui fête son anniversaire, il va tuer 30 éléphants pour faire un banquet. Pour faire un banquet. Tu vois, dans quelle folie furieuse on est. C'est que des crétins comme ça, il y en a eu tout le long de l'histoire de l'humanité, mais j'entends Foucault de ce cycle. Mais là, c'est devenu la monnaie courante. C'est le pompon. Et en plus, on le félicite. Il sera félicité, il sera décoré en principe. S'il ne l'est pas, c'est parce qu'il y aura des influences qui n'auront pas voulu. Il y aura Brigitte Bardot qui aura fait du pétard, mais autrement il est décoré. Oh bah, tu crois qu'elle a du poil? J'ai vu l'état dans lequel c'est la fête, on massacre tout. Ouais. D'ailleurs, il y a un moment que c'est comme ça. Quand c'est la fête, les animaux ils doivent commencer à se dire où c'est mauvais signe, les voilà en fête. Ouais. Tu vois. Alors, quel titre on prend? Faire le canard, pas l'autruche ou... Non, si tu veux. C'était quoi l'autre? Je me souviens pas. Bon, ben on va garder celui-là. Ouais. Bah écoute, je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.